Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur ce programme de Canal 3 Bénin dans le titre de l'actualité. Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession? En tout cas, certains de ses soutiens le souhaitent et comptent bien le pousser à se représenter en 2021, c'est-à-dire dans quelques mois. Parmi eux, deux jeunes acteurs politiques que je recevrai dans une heure très exactement sur cette émission pour nous dire ce qu'ils pensent de la candidature probable de Patrice Talon en 2021. Il se trouve d'ailleurs qu'ils ont quelques idées à lui proposer. On en parle tout à l'heure avec eux sur ce plateau. Autre sujet à aborder cette fois-ci et bien avant la partie invitée de cette émission, c'est bien avec mes confrères de ce soir, Félicien Fayon et Arnaud Doumaron, qui se prononceront sur l'évaluation qui vient de tomber pour le Bénin qui passe des pays à faible revenu à la catégorie des pays à revenus intermédiaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Cela reflète-t-il réellement la situation des citoyens béninois? On en parle dans un instant et si le temps le permet, on pourra évoquer deux autres sujets, notamment ce palmarès hallucinant du Bénin dans la Covid-19. Nous sommes déjà à plus de 1300 morts, 1300 cas confirmés et 21 décès. Pourquoi cette propagation, notamment communautaire de la Covid-19 chez nous? Quelles sont les éventuelles mesures à prendre? Faut-il alors peut-être recourir à de nouvelles mesures restrictives, voire le confinement? Les réponses dans un instant de mes deux invités journalistes. Nous ne manquerons pas de dire sans doute un mot sur le CEP. C'est l'actualité du jour. L'examen a commencé aujourd'hui. On pourra voir comment les candidats sont mis à rude épreuve, notamment par les intempéries, la pluie et la pandémie de la Covid-19. Bienvenue dans 90 minutes au Bénin. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir. Félicien Fayon, comment vous allez? Ça va bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons commencer avec, bien évidemment, les journaux. Voici la livraison du jour de la presse écrite béninoise. Nous commençons par le quotidien Fraternité qui affiche en sa manchette propagation de la Covid-19 au Bénin. Les avertissements de Humpati, il s'agit là du ministre de la Santé, bien évidemment. La transmission communautaire est due au non-respect des gestes barrières, affirme le ministre Benjamin Humpati, qui annonce que de nouvelles mesures restrictives ne sont pas à exclure. Nous passons maintenant à la une de le quotidien Matin Libre au sujet donc de cette même actualité. Bénin lutte contre la Covid-19. La sortie de trop de Humpati, titre ce Canard. Autre journal et autre actualité. L'autre quotidien, appel persistant pour un second mandat. Comment réagira Patrice Talon? Les 4 vérités, classification des pays par groupe de revenus par la Banque mondiale. Le Bénin, désormais un pays à revenus intermédiaires. Le Béninois libéré, classement de la Banque mondiale, passage de revenus faibles à celui intermédiaire. Le Bénin dans la cour des grands, l'administration Talon aux anges, constate le Béninois libéré. Libération, près de 5 ans de réforme et de rigueur sous Talon. La manchette du journal, le Bénin, désormais un pays à revenus intermédiaires. Le journal Le Matinal, classement RNB 2020 de la Banque mondiale. Le Bénin désormais un pays à revenus intermédiaires, une performance économique réalisée selon le Matinal grâce aux réformes. Le Challenge, classement du Bénin, pays à revenus intermédiaires, le fruit de plus de 4 ans de réformes économiques constantes et assidues. À la deuxième de une de quotidien Le Challenge trône cette photo du ministre Romain, remise en état du pont de Marais Darou à Gogounou, titre le journal. Le ministre Hervé Romain se préoccupe de l'évolution des travaux et fait le constat. Notre époque, examen de fin d'année, le CEP débute des mesures drastiques.
Émergence Info pour finir cette sélection. Bénin, élection présidentielle de 2021, une abrogation du verrou du parrainage serait en perspective, comme a pu le constater ce canard. Voilà, merci d'avoir suivi cette brève revue des unes d'un quotidien paru ce jour, chers confrères. Alors, nous allons commencer avec ce sujet qui a défrayé la chronique, en tout cas qui a fait le chou gras de la presse aujourd'hui. Le Bénin a quitté la catégorie en Mahou des pays à faible revenu à celui des pays à revenus intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais d'abord que la première chose qu'on doit retenir de ce changement, c'est l'aboutissement ou le fruit des réformes institutionnelles. Parce que vous savez que le Bénin a mis en œuvre une panoplie de réformes pour améliorer la gouvernance économique et au niveau également institutionnel. Parce que l'évolution du classement, en tout cas selon ce que nous avons lu au niveau de la Banque mondiale, la classification évolue selon divers critères, notamment si il y a eu entre-temps peut-être une augmentation de revenus au plan national au niveau du pays et également par rapport aux questions d'inflation et consorts. Mais également, ça peut être également dû au fait qu'il y a eu entre-temps une modification dans le calcul de la comptabilité au niveau national. Et c'est à ce niveau spécifiquement qu'aujourd'hui on n'est pas totalement situé sur cette nouvelle classification du Bénin. Est-ce que cela est dû à la croissance? Est-ce que cela est dû à l'amélioration du revenu par habitant pour le compte de l'année 2019, ou cela est essentiellement dû à la modification de la comptabilité, des règles de comptabilité, c'est-à-dire que vous avez vu que un rebasage, voilà le mot, merci beaucoup, un rebasage tel que le ministre des Finances l'a expliqué aux députés de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette nouvelle classification du Bénin est due à ce rebasage-là, ou cette nouvelle classification du Bénin est due à une amélioration des revenus au plan national ou aux autres critères relatifs à l'inflation et autres? Oui. Faut-il lier cette performance du Bénin au rebasage de l'économie du Bénin qui a été effectué et qui désormais date, les comptes publics ont été rebasés sur la date de 2015, alors qu'on sait que cette évaluation de la Banque mondiale se table sur 4 critères. C'est le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux de croissance démographique et aussi le taux de change. Félicien Fayon. Moi, je pense que si l'on doit se baser sur les explications données par le ministre des Finances, c'est certainement le rebasage de l'économie de notre pays qui certainement a entraîné cela, sans aussi oublier les efforts que chacun d'entre nous fournit au quotidien. Moi, je voudrais beaucoup plus qu'on descende un peu vers le bas pour expliquer aux téléspectateurs que quand on parle de revenus intermédiaires, ce n'est pas forcément qu'il faut observer un changement, parce que beaucoup disent mais on n'observe pas un changement dans notre quotidien. Rien n'a changé. Pourtant, bon, c'est que c'est des communiqués qui tous les jours sont publiés, on dit que ça va et que ça s'améliore. Mais moi je voudrais que l'on comprenne qu'au moins même notre pays, encore que nous le sommes encore, était classé parmi les pays les plus pauvres pratiquement du monde et de l'Afrique. Nous ne manquions pas de manger, de prendre nos 3 repas par jour. Au village, notre partie ne nous avait jamais manqué. On mangeait tout ce qu'on mangeait, mais les gens avaient classé notre pays comme étant pays pauvre. Et donc aujourd'hui, même quand on parle de pays dont un pays à revenu intermédiaire, que les gens ne s'attendent forcément pas à ce que nous mangeons, bien nos consommations, bien même notre vie au quotidien change. La Banque mondiale connaît les critères sur lesquels eux autres ils se basent pour faire donc leur classification. Et donc, à notre avis, ça ne concerne que certainement les dirigeants, c'est eux qui se basent, c'est eux qui savent à quel niveau, avec les agrégats sur lesquels eux se basent, pour donc faire ces calculs-là. De toutes les façons, aucun résultat n'a pu être obtenu sans les efforts de nous tous, que ce soit les cotonculteurs, que ce soit les agriculteurs de façon générale, et que ce soit également le travail qui se fait au haut sommet pour que
les conditions de vie des Béninois connaissent une amélioration. C'est tout cela qui a convergé vers ce résultat. La Banque mondiale, pour évaluer les économies sur toute la planète, ne descend pas vers la population pour les interroger, pour savoir, écoutez, dites-nous, est-ce que vos revenus sont passés de $850 à $1,250 ? Non, je dis que, en fait, c'est que nous sommes, lorsque nous parlons de cette classification-là, nous sommes carrément au niveau Macron, et ce qui fait que parfois, ce n'est pas tout compréhensible. Mais la population a raison en ce sens que, quelle est la finalité de tous ces calculs-là ? La finalité, c'est la réduction de la pauvreté. Lorsque vous parlez, par exemple, vous expliquez, vous dites que le Bénin a changé de catégorie, en tout cas évolué dans le classement, par exemple, la finalité de ces réformes institutionnelles-là, c'est la réduction du taux de pauvreté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque le Bénin a changé, par exemple, de catégorie, le Bénin peut désormais mieux demander en termes de fonds concessionnels au niveau de l'IDA. Et donc, lorsque la Banque mondiale estime que vous êtes plus éligible à une enveloppe financière plus élevée, par exemple, cela devrait quand même vous permettre de financer l'investissement et donc de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour cela d'ailleurs que les populations, lorsque vous gouvernez et vous estimez que vous faites la propagande des chiffres macroéconomiques, les populations ne comprennent pas parce que la finalité de tout ça, c'est la réduction de la pauvreté. Est-ce que, par exemple, de 2016 à 2020, où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'au Bénin, on peut dire que le taux de chômage a chuté? La réponse est non. Est-ce qu'on peut dire de 2016 aujourd'hui à 2020, surtout avec ce que nous avons vécu, avec le coronavirus, la prévision c'est 40% de taux de pauvreté. Et donc, on peut donc à juste dire que la population a raison dès lors qu'on fait une certaine propagande par rapport à ces chiffres macroéconomiques et on estime donc que le Bénin a des performances économiques. C'est à saluer, d'accord, mais il faut que le panier de la ménagère puisse ressentir ces progrès-là au plan macroéconomique, sinon que... Pourquoi le panier de la ménagère, d'accord, mais lorsqu'on vous dit que le Bénin désormais évolue dans la même catégorie comme des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous savez que les investisseurs ou les bailleurs de fonds ne regardent pas les pays de même œil, ou en tout cas, ce n'est pas la même considération. On tient compte de la crédibilité, de la capacité justement de votre pays à consommer un certain nombre d'investissements. N'est-ce pas là l'intérêt de cette évaluation de la Banque mondiale? Je ne voudrais pas répondre à nous, mais en réalité, selon ce que vous venez de dire, c'est ce qu'il appelle propagande en réalité, c'est envers cette catégorie de personnes en réalité. Ce n'est pas forcément vers les couches qui sont, enfin, c'est pas forcément vers la population, non. C'est pas forcément envers ces investisseurs-là, ces personnes-là qui ont des yeux sur nos différents pays et qui attendent pour investir, veulent investir, mais dans quel pays faut-il investir? Quelle est la situation de ces pays-là? Donc, si aujourd'hui notre pays a connu un changement de classe et a évolué, donc ça veut dire que quoi? Les investisseurs vont venir. L'investissement qui sera fait peut ne pas avoir des impacts aujourd'hui, mais peut-être d'ici 5 ans, 4 ans, 10 ans, ou même plus, les populations à la base vont maintenant ressentir cela. Et lorsque vous faites les routes, par exemple, lorsque vous construisez les hôpitaux, lorsque vous construisez les écoles, les populations à la base vont vous dire ce n'est pas ça que nous mangeons. Nous avons toujours faim. Et pourtant, on dit qu'on construit les écoles, que ce n'est pas de ça qu'elles ont besoin. Mais en réalité, celui qui gouverne n'est pas là que pour donner à manger à sa population. Il est obligé, il a dit que le gouvernement est obligé de satisfaire les populations sur les 5 plans, les 5 besoins fondamentaux, essayer de gérer pour qu'on ait ça là. C'est pas seulement le manger. Se nourrir fait partie des 5 besoins fondamentaux. 5 besoins fondamentaux également. Maintenant, se nourrir, on ne va pas distribuer la nourriture. C'est de favoriser, d'accord, l'existence de la nourriture. Faire en sorte qu'au niveau des cultures vivrières, il existe un climat favorable aux cotoculteurs, aux agriculteurs en général, pour que ceux-là puissent travailler. Parce qu'en réalité, ce que nous mangeons provient des champs. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a de l'argent dans les caisses de l'État, s'il y a de l'argent dans les banques, si les opérateurs économiques ont de l'argent, et qu'au niveau des champs, la terre ne travaille pas, et qu'au niveau des marchés, ça ne va pas, c'est que rien ne marche. Donc ça veut dire que quoi? Le gros effort, c'est chez nous. L'État n'est qu'un facilitateur. L'État n'a qu'à favoriser juste la situation pour que, au niveau des marchés, pour que d'abord on puisse avoir écoulé les produits vivriers vers les marchés, vers les grandes villes, vers où on doit les écouler bien sûr, donc notamment la construction des infrastructures routières, et réaliser des infrastructures marchandes pour également faciliter l'écoulement de ces produits-là. Donc, le rôle de l'État, sinon des gouvernants, c'est ça, ce n'est pas de distribuer, ce n'est pas de donner à manger pour qu'on dise oui, aujourd'hui j'ai mangé 3 fois. Chaque pays travaille pour son développement, pour évoluer, pour atteindre les pays dits développés, en tout cas atteindre un idéal. L'évaluation de la Banque mondiale, qui était l'étape de pays à revenus faibles à pays à revenus intermédiaires, même si c'est intermédiaire inférieur, n'est-ce pas une avancée tout de même? Oui, tout à fait. Ne sais pas si Félix m'a suivi, sinon que tout à l'heure, j'ai
relever l'intérêt de ce classement. Mais je dirais d'abord que les investisseurs n'ont pas besoin de cette propagande-là pour venir, pour s'intéresser au pays. Lorsque vous êtes un investisseur, vous n'allez pas attendre une propagande d'un pays. Non, vous allez voir des structures, vous faites vos enquêtes pour savoir si vous pouvez investir dans tel pays. Vous n'avez pas du tout besoin de non, mais si lorsqu'elle ne donne pas le crédit qu'il faut à votre pays, les investisseurs ne vont pas venir. Si le FMI dit par exemple qu'au Bénin, par exemple, le mode de gouvernance n'est pas bien, n'attendez pas à ce que les investisseurs viennent. C'est pour ça qu'il y a des structures qui doivent forcément, il y a des institutions financières qui doivent forcément se prononcer sur votre mode de gouvernance, sur le fonctionnement, sur l'état de votre pays d'abord, avant que certains investisseurs ne s'intéressent à vous. Ah non, vous allez finir. Si j'ai finalement la parole. Vous avez la parole. Si j'ai finalement la parole, je dirais que les investisseurs n'ont pas besoin de cette propagande d'un pays pour savoir, pour avoir les informations. Parce que les informations sont distribuées, les informations sont connues. Moi, je ne suis pas un investisseur, mais dès lors que le résultat est tombé, je l'ai eu dans ma boîte électronique. Donc, vous imaginez un investisseur ne dirait pas investir dans n'importe quel pays comme cela. Donc, je dis que l'investisseur n'a pas besoin de la propagande. Mais j'ai relevé tout à l'heure l'intérêt de ce classement. Et j'ai d'ailleurs dit que ça vous permet donc d'aller au niveau, notamment par rapport à la Banque mondiale aujourd'hui, d'engranger beaucoup plus, une enveloppe financière beaucoup plus importante. Et donc, d'investir, de faire des investissements. Je viens de le dire. Lorsque vous parlez des infrastructures routières, c'est très important dans un système économique. Vous n'allez pas me dire que les populations ne savent pas le rôle d'une infrastructure routière, parce que ça intervient d'abord en matière de santé pour la population. Malgré tout, lorsqu'un gouvernement, pas forcément celui-ci uniquement, lorsqu'un gouvernement fait des efforts, fait des investissements dans les infrastructures socio-communautaires, on a ce coutume de dire, on ne mange pas ça, on a dit à quelqu'un dans ce pays, on ne mange pas les pavés. J'attire beaucoup plus l'attention sur quoi? Nous saluons d'abord ce classement, en tout cas, ce reclassement du Bénin, là, nous saluons cela, même si c'est sur la base du rebadage de la comptabilité nationale ou sur également la base du fait que les fruits des réformes institutionnelles, parce que c'est d'abord institutionnel, ce classement-là. Donc, sur la base de cela, je dis d'abord que c'est à saluer parce que ça nous permet donc de constater davantage de près. Mais au même moment, je dis, il faut avoir un regard beaucoup plus sur des indicateurs qui sont très importants, notamment la question du taux de pauvreté et la question du taux de chômage. C'est tout ce que j'essaie de relever. Pour qu'on ne dise pas que non, parce que nous avons telle avancée au plan macroéconomique, donc tout va bien et qu'on a dormi sur nos lauriers. Vous avez constaté quand même cette dernière... Il faut faire en sorte que, justement, cette belle performance au plan macroéconomique se reflète également dans le panel de la ménagère, la vie des citoyens lambda, n'est-ce pas? Et ça nous permet d'évoluer dans notre panel et d'échanger de sujets. Aujourd'hui, c'est le jour d'examen, c'est le jour d'examen, le CEP. Les enfants qui affrontent leur premier examen, première évaluation, en tout cas au niveau national. Félicien Fayon, comment se déroule, si je veux être plus précis, dans quelles conditions le CEP de cette année se déroule selon vous? Le CEP de cette année 2020 se déroule dans des conditions un peu plus difficiles. C'est des conditions pratiquement jamais vues. Parce que d'abord, les enfants, vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, auront à faire face à 3 types d'épreuves. D'abord, les épreuves que les enseignants leur ont proposées, et puis ensuite la pluie. Et la plus grosse épreuve, c'est le coronavirus. Et donc, ça fait 3 types d'épreuves pour les enfants. Ce n'est pas facile et ce n'est pas pour les enfants seulement. C'est aussi bien pour leurs parents que nous autres nous sommes. Et puis ensuite, maintenant, pour les autorités du pays. Et donc, c'est imaginez la complexité donc, de cet examen que les enfants passent. Mais au niveau donc des autorités, à suivre donc ce qui est dit sur les médias et à voir ce qui est fait, je pense que les dispositions ont été prises quand même pour que les enfants, tout au moins, soient sécurisés. D'abord, au niveau des écoles, j'ai vu dans la semaine certaines mairies faire des efforts pour remblayer les écoles qui sont inondées. D'autres ont appelé les sapeurs-pompiers pour aller extraire un peu l'eau. En tout cas, des gens ont fait des efforts pour qu'il y ait d'abord assez au niveau des centres d'examen. Et ensuite, au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l'Enseignement primaire, je pense également qu'ils ont pris les dispositions pour que la distanciation sociale d'un mètre requise au niveau des salles soit respectée. Ensuite, le cas chiné et tout ce qu'il faut pour que les enfants soient plus ou moins en sécurité, quand même nous sommes en temps de fraîcheur qui est quand même favorable à la transmission de ce virus, pour que les enfants soient en sécurité. Mais je pense que ça ne suffit pas. Les parents que nous sommes doivent jouer un autre rôle, c'est-à-dire que veiller à ce que nos enfants soient dans de bonnes conditions. On ne peut pas attendre à seulement que ce soit au niveau de l'école, que les enseignants ou les autorités
dont sécurisent nos enfants. Voilà un peu ma lecture de cet examen qui se déroule depuis... Les enfants, les candidats mis à rude épreuve au pluriel, puisque au-delà des épreuves de l'examen qu'ils vont affronter, il y a cette pluie qui ne cesse franchement d'arroser tout le pays d'ailleurs, parce que parfois maintenant on assiste à des pluies nationales, il pleut un peu partout, à la fois dans le pays, et puis la pandémie, le stress, la psychose de la Covid-19 à notre monde. Bon, je crois d'abord que par rapport à la pandémie, par rapport à la psychose de la Covid-19, vous avez observé quand même que après la réouverture des classes, et on a permis quand même aux candidats aux examens du CEP, les classes du CM2 ont rouvert et puis les enfants étaient à l'école. Donc, prenant en principe déjà l'habitude du port de masque, du respect des gestes barrières avant même le jour de l'examen. Ça veut dire que au cours de l'examen, davantage le message de sensibilisation est passé. Et les enfants étant déjà habitués en classe avant l'examen à respecter les gestes barrières, devraient poursuivre aujourd'hui dans le cadre en tout cas de ces examens-là. Et cela devait être également la préoccupation maintenant des parents beaucoup plus, parce qu'ils n'ont plus les enfants ne sont plus à l'école, donc avec les directeurs, tous les enseignants qui sont là. Donc une préoccupation des parents, une préoccupation également des responsables des centres d'examen et des surveillants des salles de classe. Parce qu'on observe parfois certains examens, des surveillants des salles de classe qui laissent les enfants s'amuser entre eux. Je crois que le contexte ne s'y prête même pas. Et donc il faut que la rigueur soit de mise à ce niveau-là. Est-il vraiment possible, les enfants soient... mettons, pendant la récréation, d'observer la distanciation? Lorsque les enfants doivent aller se nourrir, aller vers les bonnes dames, les vendeuses de repas, c'est possible? Comment ça va se faire? Et tenant compte aussi du facteur temps. En réalité, cela ne devait pas être impossible, je le dis, parce que si chaque parent prend les dispositions en amont et essaye donc de préparer ce que l'enfant doit manger, soit pour lui depuis la maison, ou se pointe à la porte de l'école à 10h et trouve son enfant, lui donne, le point ne doit pas se poser. Mais si les enfants doivent être contraints de s'agglutiner autour d'une bonne dame pour acheter à manger, c'est là la complication. Et s'il y avait les moyens, peut-être que les gouvernants iraient peut-être jusqu'à dire, bon, il faut alors leur distribuer des repas en salle. Malheureusement, notre pays n'a pas encore ces moyens pour tenter d'aller à cette étape-là, dire, bon, ils n'ont qu'à rester sur place pour qu'on leur distribue de la nourriture. Mais si chaque parent déjà à son niveau prend les dispositions, je crois que le respect des gestes barrières ne devrait pas poser problème. Nous voyons, il y a une foule devant les centres d'examen. Beaucoup de parents, on dirait que ce sont les parents qui vont aux examens, ils sont là du matin jusqu'au soir. C'est beaucoup plus eux. Bon, peut-être pour apporter un soutien psychologique ou une certaine vibration à l'endroit de leur progéniture. Mais combien de parents ont vraiment la capacité d'assister leurs enfants candidats, voire même leur apporter à manger à l'école? Du coup, le problème se pose, respecter la distanciation pendant la cour, la durée de la récréation. Respecter la distanciation pendant la récréation, ça n'a jamais été une chose évidente parce que c'est pas faisable. C'est pas faisable. Déjà, pour l'habitude que nous prenons au niveau de nos écoles, c'est pas faisable. Même au cours, quand il y a une reprise des cours, vous avez observé, les enfants ne pouvaient pas respecter ça parce que il y a peu de bonnes dames qui vont dans l'école et tout le monde va certainement par rapport à ses besoins au niveau des mêmes personnes. Mais je dis également les risques aussi. Vous avez fait bien d'évoquer le cas des parents. Les parents aujourd'hui, parfois, ils sont au dehors. C'est aussi des risques de contamination. Et puis, parfois, les enfants sont en train de composer. Et les parents célèbrent les retrouvailles. À la sortie. À la sortie, au niveau de ça. Vraiment, tu as mis ton enfant. Et puis, on oublie, en un instant, on oublie que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que... Enfin, c'est un réflexe. C'est un réflexe, on commence à célébrer les retrouvailles. On dit à ton enfant, déjà, il a grandi. Bon, il y a 3 jours. Parce que les centres d'examen, c'est plusieurs écoles et plusieurs parents. Cela ne rend-il pas vraiment compliqué, complexe? Les examens de fin d'année, le premier a commencé aujourd'hui et la semaine prochaine, ça va être autour du BEPC, puis après le baccalauréat. À la fin, est-ce que ça ne va pas avoir une conséquence sur la performance des candidats? Performance des candidats, je ne crois pas. On peut peut-être parler de flambée, d'accord, au niveau donc, des chiffres de transmission du coronavirus, on peut le dire, ça on peut avoir cette crainte, mais par rapport à la performance des candidats, le problème ne devait pas se poser. C'est vrai, ils sont restés à la maison pendant un moment donné, à nous l'a dit tout à l'heure, mais ils ont repris les cours. Ils ont été à l'école, ils ont été mis dans les conditions, donc normalement ça ne devait pas avoir de problème par rapport à l'autre. Si tu connais ce que tu dois connaître, même quand tu viens à l'école, et que bon, on te dit de rester à 1 mètre de ton prochain, évidemment, habituellement, même quand il n'y avait pas coronavirus, on ne restait pas côte à côte, c'était un candidat par table basse, c'était ça par le passé. Et donc, tu es seul tu es seul là, et puis
tu composes, donc ça ne veut pas agir. Maintenant, ça va passer pendant la récréation, on ne t'a pas permis de saluer ton prochain, de t'amuser, que sur les preuves suivantes, tu vas avoir des difficultés. Et donc, si un candidat échoue, il ne doit pas lier ça à la condition ou bien aux conditions de composition actuelle. La pluie peut-être, mais je crois que, en tout cas pour Cotonou, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu pluie. En tout cas pour ce premier jour des examens, il n'y a pas eu pluie dans tous les quartiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres régions du pays. Donc, à mon avis, la performance des enfants, il ne doit pas avoir de problème. La distanciation ne date pas du coronavirus, me diriez-vous, puisque pendant les examens, on essaie d'éloigner les candidats pour éviter les coups d'œil malveillants. Alors, sur les conséquences éventuelles par rapport aux résultats des examens. Le résultat, je ne dirais pas par rapport aux examens Covid, parce que c'est bien ça, nous avons des examens Covid. C'est le cas, justement. Je ne vais pas lire les résultats directement à ça, mais aux conditions des enfants dans les salles, mais plutôt le temps où ils sont restés à la maison, ils ont repris, il y a d'autres qui ne peuvent suivre le rythme. Ils ont désappris, et puis bon, Kaya, ils sont venus maintenant pour composer, et donc je crois que ceux qui vont sortir... Et pourtant, ce matin, sur Actu Matin, Noël Chedaré, le secrétaire général de la COSI, a rassuré, vous savez qu'il est aussi un conseiller pédagogique, il estime que 80-85% des programmes étaient déjà abordés avec les enfants avant la rupture au coronavirus. On sait comment ça se passe, parce que vous savez, les centres disent, quand vous avez, surtout nous qui avions connu les examens où c'est des mois de grève, on vous dit non, on a déjà fait 80%, mais quand vous prenez l'épreuve après... à ce niveau de responsabilité, peut-il dire une bêtise? Alors on va finir, monsieur, qu'il nous reste 3 grosses minutes. Félicien Fayon, Arnaud Domaou. Alors faut-il confiner au Bénin au regard de la propagation de la Covid-19 chez nous? Nous sommes à plus de 1300 cas confirmés, 21 décès, Félicien Fayon. Confiné, je pense qu'au moment où on devait confiner, on ne l'a pas fait. Et donc, nous avons fait le cordon sanitaire. On a fait le cordon sanitaire. Qui d'ailleurs a été salué. Et donc, on a pu quand même traverser cette période un peu critique là du début. À l'étape où nous sommes en ce moment, les Béninois sont plus ou moins habitués à l'existence du coronavirus. Ils savent que le coronavirus existe. Ils apprennent à vivre avec le virus, juste qu'ils se refusent. Je dis bien, ils se refusent donc de respecter les gestes barrières. C'est tout cela. Donc, et ceux qui ne respectent pas ces gestes barrières, c'est ceux-là qu'il faut sanctionner plus tôt. Moi, je l'ai dit ici plusieurs fois, donner la main à la police afin qu'elle puisse frapper qui de droit. C'est-à-dire, quand on dit frapper, ce n'est pas forcément donner des coups de bâton, mais sanctionner celui qui ne va pas respecter ces gestes-là. Au niveau des églises, par exemple, on n'est pas forcément obligé de refermer toutes les églises. C'est comme le ministre l'a dit la fois dernière, si les policiers tombent sur une église où la mesure n'est pas respectée, que cette église-là seule soit fermée. Si on commence par le faire, je crois que les Béninois auront plus peur que si on demande à ce que toutes les églises ferment. Et il en sera de même pour les bars. J'ai même appris qu'il y a eu deux bars fermés dans la semaine, je crois. En tout cas, pas la police. En tout cas, la police tombe sur une structure qui ne respecte pas les mesures, elle ferme. Je crois que cette mesure va beaucoup plus nous discipliner que si le gouvernement prend une décision encore pour dire allons encore, fermons tout. Et non, je crois que ce ne serait pas ça la solution. Apprendre à vivre avec le coronavirus, veut-il dire apprendre à vivre avec le coronavirus dans son corps? Aller le choper facilement et le laisser vivre dans son corps? Non, mais l'idée qui sous-attend cette notion d'apprendre à vivre avec le corona, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on se dit aujourd'hui qu'on sait que le sida existe et on sait ce qu'il faut faire pour ne pas attraper le sida. Et donc, pareil, on sait que le coronavirus existe, on sait qu'il faut respecter les gestes barrières pour éviter d'être contaminé. Je crois que c'est l'idée qui sous-entend le fait qu'il ne faut pas, il faut vivre avec le coronavirus. Et je crois que le ministre a été rassurant, comme en tout cas il dit un peu plus comme d'habitude, parce que je n'ai pas vu le ministre revoir un peu son discours. Lorsque les chiffres changent, lorsque le nombre de cas augmente, lorsque le nombre de décès augmente, je crois qu'il faut parfois redimensionner le discours. Ce que nous manque aujourd'hui au niveau des autorités sanitaires. On a l'impression que le discours est le même depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. Vous pensez que dans quel sens? Mais le discours doit être... Ces assurances-là, du début jusqu'à aujourd'hui, ne nous ont pas protégés du truc-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on a bien envie d'entendre pour nous dire réellement qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi nous en sommes là? Mais si nous venons, et chaque fois nous disons non, le Bénin le ministre ne manque pas de dire pourquoi nous en sommes là, il estime que toutes les mesures ne respectent pas le ministre, il dit la vérité. Il a été clair. Le ministre est grave, ceux qui ont dit... Si tant est que
il n'y a rien de nouveau. Pourquoi c'est sorti là? Quand il dit que la période une tout à l'heure, que nous traversons, une machine tout à l'heure qui disait une sortie de trop. Non, pas une sortie de trop. Mais je dirais c'est parce qu'il n'y a pas une nouvelle variante dans le message qui est diffusé. Et si c'est le cas, avant cette période des pluies, Benjamin Mompati avait coutume de nous dire attention, on n'a pas encore atteint notre pic parce que les pluies arrivent et c'est une période d'ordinaire, traditionnellement propice au paludisme. Et on sait que les symptômes du paludisme s'apparentent aussi un peu à ceux de coronavirus. Alors, à quel niveau vous avez entendu par exemple, avant cette sortie, il y a eu d'abord le message des experts de l'université d'Amérique-Calavi qui ont attiré sur la sonnette d'alarme pour nous dire que je crois que d'ici, dans la période d'août, en tout cas juillet-août, on devait atteindre des pics par truc là. Et c'est ça qu'on a demandé. Les journalistes ont essayé de poser la question hier au ministre Benjamin Mompati, mais qui a toujours resté un peu plus rassurant et qui a dit non, c'est à cause de l'humidité que nous avons quelques trucs là, mais on n'a pas senti la même crainte au niveau de l'autorité sanitaire qu'au niveau, par exemple, des experts de l'Université d'Amérique-Calavi. Comme moi, je suis le ministre, je suis les experts. Je suis plus rassuré avec le ministre. Je suis plus inquiet. Et les experts peut-être ont plus vocation à tirer la sonnette d'alarme. Je ne condamne pas, mais je dis l'autorité à prendre les mesures qu'il faut et surtout à résoudre. Merci à vous, Arnaud Doumarou de Fraternité Félicien Fayon du Matinal. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, partager votre point de vue sur les sujets, ces 3 sujets d'actualité. C'est l'heure du journal, place à l'homme, à Wahab Ali Parra, j'allais dire une bêtise. Juste après lui, je recevrai 2 jeunes acteurs politiques de l'Union progressiste qui viendront nous dire pourquoi ils pensent que Patrice Talon devrait être candidat pour un second mandat. À très vite.